Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Actuel Magazine sur celles et ceux qui font bouger un monde encore largement dominé par les hommes. Et au sommaire de ce numéro, les militantes des droits humains toujours plus menacées à travers la planète. Arabie Saoudite, Brésil, Iran, Amnesty International tire la sonnette d'alarme, entretien avec sa présidente. Une gare entièrement dirigée par des femmes, ça se passe en Inde, un projet pilote que les autorités envisagent de reproduire pour lutter contre les stéréotypes de genre. Reportage à suivre. Mais pour commencer, voyons ce qui se passe sur la planète actuelle, du Maroc à l'Égypte, en bref et en images. L'histoire bouleverse le Maroc. Khadija Okarou, une jeune fille âgée de 17 ans, affirme avoir été enlevée et violée pendant près de 2 mois par une quinzaine d'hommes dans son village de Ouladayad. Un calvaire qu'elle raconte dans une vidéo postée sur Internet. Ils m'ont attrapée et m'ont menacée avec une lame de rasoir. Ils m'ont prise de force et m'ont emmenée dans une zone déserte où il y avait beaucoup d'oliviers. Et ils ont commencé. L'un d'entre eux m'a violée, ensuite ils me violaient à tour de rôle. Ce témoignage, rare dans le pays, est rapidement devenu viral. Des manifestations de soutien ont été organisées dans le village de la jeune fille et une pétition a été adressée au roi du Maroc pour demander justice. 12 de ces 15 agresseurs présumés ont été placés en détention préventive. C'est une condamnation ferme du harcèlement qui émane de la plus haute institution de l'islam sunnite. La grande mosquée d'Al-Azhar a publié un communiqué pour dénoncer un acte interdit par la charia et appeler les autorités égyptiennes à punir leurs auteurs. Criminaliser le harcèlement doit être absolu. L'habit ou le comportement de la femme ne doit en aucun cas justifier un tel acte et constitue une atteinte à la dignité et à la liberté de la femme. Une réaction motivée par la multiplication des actes de harcèlement en Égypte ces dernières semaines, comme sur cette vidéo postée sur Facebook, où l'on aperçoit 3 jeunes femmes traquées dans la rue par une horde de jeunes. Selon une étude de l'ONU publiée en 2017, environ 60% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement en Égypte. Elle pourrait être la première femme saoudienne exécutée pour avoir exprimé une opinion politique en Arabie Saoudite. Pour la soutenir, ses défenseurs ont partagé sur les réseaux sociaux cette seule et unique photo d'elle, enfant. Avec 4 autres militants, Isra Al-Romram risque la peine de mort par décapitation. La jeune femme a été arrêtée à son domicile en décembre 2015 avec son mari, avant d'être placée en détention. Son crime ? Avoir participé à des manifestations chiites pendant le printemps arabe. La sentence a été demandée par le procureur du roi. Verdict attendu le 28 octobre prochain. Le cas de cette militante saoudienne est particulièrement suivi par plusieurs ONG, dont Amnesty International. Cécile Coudriou, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous faites pression, vous essayez de faire pression sur les autorités françaises pour qu'à leur tour, elles fassent pression sur les autorités saoudiennes. Quelle est votre marge de manœuvre, votre marge d'action dans ces cas-là ? Nous avons 1 mois pour tenter de la sauver. Et ce n'est pas seulement en France, c'est dans le monde entier que les sections d'Amnesty International ont toujours les mêmes armes. C'est-à-dire d'une part la mobilisation militante, c'est-à-dire de faire en sorte que le plus de personnes possible soient au courant de ce cas, y compris en utilisant les réseaux sociaux, et fassent signer une pétition le plus possible autour d'eux. Et avec cela, nous avons aussi beaucoup plus de force dans notre travail de plaidoyer auprès des autorités. Car il faut qu'en fait, chaque pays fasse pression sur son propre gouvernement pour qu'à son tour, il fasse pression sur les autorités saoudiennes, car on sait à quel point c'est difficile de faire changer les choses, malgré certaines promesses que peu de gens peuvent croire aujourd'hui. Oui, et puis il y a eu le droit de conduire aussi qui a été octroyé aux femmes. Justement, nous avons une pétition sur notre site à propos de ces femmes aussi qui ont milité pour cela. Donc nous avons 1 mois pour faire en sorte que mobilisation plus plaidoyer puisse faire changer les choses, car sinon elle sera la première femme à être décapitée en Arabie Saoudite. De façon plus générale, Amnesty International tire la sonnette d'alarme sur le sort des femmes défenseurs des droits humains. Pourquoi
cette attention particulière? En quoi le cas des femmes est distinct de celui des hommes? Oui, nous avons pu constater sur le terrain, en rencontrant des témoins, qu'en effet, les femmes subissent des pressions particulières et font l'objet de menaces particulières totalement liées à leur genre. Donc c'est vrai que tous les défenseurs des droits humains, hommes comme femmes, sont aujourd'hui persécutés et menacés, mais il y a des menaces particulières telles que par exemple le viol, telles que des menaces de s'en prendre aux proches, aux enfants notamment. Ça c'est une première chose. Et par ailleurs, il est clair que dans certaines sociétés, notamment les plus traditionnelles, les femmes défenseurs des droits heurtent doublement. C'est-à-dire qu'on considère qu'elles trahissent d'une certaine façon les traditions, qu'elles sont en train de remettre en cause les traditions familiales, sociétales, notamment quand ce sont des sociétés assez marquées par la religion. Donc dans ces cas-là, elles font l'objet d'un discrédit, d'une vraie campagne de diffamation qui sont en plus particulièrement difficiles à supporter quand elles sont relayées aussi sur des réseaux sociaux, par exemple. Nous avons eu plusieurs fois le cas, notamment en Amérique latine, lorsque des femmes cherchent à faire entendre leur voix, on cherche à les discréditer, à les faire passer pour des femmes qui ne sont pas dignes de respect, que leur travail n'est absolument pas sérieux, etc. Alors, ce qui est frappant, c'est que les femmes militantes des droits humains ou des droits de l'homme, comme on dit encore en France, sont aussi souvent des défenseuses des droits des femmes, plus spécifiquement, alors que l'inverse n'est pas toujours vrai. C'est le cas notamment, par exemple, de l'avocate Nasrin Sotoudeh, qui est en grève de la faim maintenant depuis le 25 août en Iran. Elle a été emprisonnée en juin dernier parce qu'elle s'est engagée notamment auprès des Iraniennes qui veulent enlever leur voile. Je vous propose d'écouter ce que dit son époux. Son emprisonnement est une conséquence de son combat contre le foulard obligatoire. Elle a d'ailleurs écrit une lettre depuis la prison pour dire que le foulard obligatoire est illégal, car la loi ne stipule pas que l'on doit se couvrir les cheveux. Alors, en quoi le cas de Nasrin Sotoudeh est symbolique, finalement ? Tout un symbole, en effet, parce que c'est une avocate de renom, de 54 ans, une longue carrière derrière elle d'engagement pour les droits humains. Donc elle est extrêmement repérée, si j'ose dire, par les autorités. Et là, donc, elle a cherché effectivement à défendre ces femmes qui, depuis un certain temps maintenant, y compris sur les réseaux sociaux, là aussi d'ailleurs, font preuve d'un courage incroyable en cherchant à dénoncer l'obligation de porter le voile. Et donc le simple fait d'avoir défendu ces femmes l'a de nouveau transformée en cible pour les autorités. Donc il y a une forme d'acharnement sur elle. Et c'est pourquoi, là aussi, nous demandons une mobilisation maximale, car c'est ce qu'on appelle une prisonnière d'opinion. Elle n'a absolument rien fait d'illégal, au contraire, elle respecte le droit, mais elle est menacée aujourd'hui parce que là encore, elle remet en cause une société traditionnelle qui se sent menacée, et donc on va employer les mêmes arguments selon lesquels elle serait traîtresse à sa patrie, qu'elle serait en fait occidentalisée. Voilà. Ce sont toujours les mêmes rengaines, hein. C'est-à-dire on retrouve ça aussi d'ailleurs en Arabie Saoudite. Il y a vraiment un point commun entre les deux. Toute personne qui remet en cause ce patriarcat et ces violations des droits humains sont en fait accusée d'être occidentalisée. Alors, une militante, elle a payé de sa vie, c'était au Brésil, Marielle Franco, c'était en mars dernier, et les autorités brésiliennes viennent de reconnaître que des hommes politiques locaux étaient probablement impliqués dans cet assassinat. Il faut rappeler qu'elle était donc conseillère municipale, lesbienne, proche des milieux populaires, noirs, socialistes. Comment faire pour que cette intimidation n'agisse pas et que la relève soit là ? L'un de nos combats à Amnesty International, c'est aussi celui contre l'impunité. Parce que c'est vraiment ça aussi qui porte tellement atteinte au combat pour les droits humains. Donc effectivement, nous demandons une enquête indépendante pour faire véritablement la lumière là-dessus. Mais d'une manière générale, effectivement, ces persécutions, et parfois ça va jusqu'à l'assassinat en toute impunité, contribuent à un climat pour empêcher en fait les générations suivantes de se sentir dans un environnement sûr et serein pour pouvoir faire leur travail sur les droits humains. D'où l'importance de la solidarité internationale, de la mobilisation, du travail de plaidoyer que nous, bien sûr, nous appelons chaque citoyen et citoyenne à faire à nos côtés, car plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chances d'obtenir justice et d'obtenir le respect des droits humains. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Cécile Coudriou, de nous avoir éclairé sur le sort de ces militantes des droits humains que nous allons évidemment aussi suivre dans notre émission. Partons à présent en Inde, régulièrement classée comme l'un des pays les plus dangereux pour les femmes. Reportage dans une gare qui n'emploie que des techniciennes et des agentes ferroviaires. Regardez. C'est un geste que Neelam Jatav répète plusieurs fois par jour. Armée de ces deux drapeaux, elle s'assure qu'aucun danger n'est présent sur les voies à chaque passage d'un train dans sa station. Car depuis 6 mois,
Elle est la chef de Gandhinagar, une des principales gares de Jaipur au Rajasthan, entièrement gérée par des femmes. Une première en Inde. Dans notre pays, on considère les femmes incapables de travailler. Elles ne seraient bonnes qu'à s'occuper des tâches domestiques. Mais c'est faux. Et nous, les femmes de la station de Gandhinagar, en sommes un parfait exemple. Au total, 50 trains et 7000 voyageurs transitent chaque jour à Gandhinagar. Pour les accueillir, Neelam Jatav supervise une équipe de 40 femmes depuis la salle de contrôle. Toutes occupent un poste, vendent des tickets, aiguillage des trains ou encore annoncent des horaires. Une petite victoire pour les femmes en Inde, où la société patriarcale rend souvent difficile leur accès à l'emploi. Comment ça va, Chandrakala? Tout va bien. Chandrakala porte les bagages des passagers. Avant, elle travaillait dans les champs. Cette opportunité lui apporte des revenus fixes. Ici, si je m'occupe de 5 ou 6 passagers, je gagne entre 12 et 20 euros par jour. Quand j'étais agricultrice, la qualité des récoltes était très incertaine, tout comme nos revenus. Et la sécurité est assurée par 16 policières, les gares indiennes n'étant pas réputées sûres pour les femmes. Avis aux passagères, en cas de problème, appelez le 182. Nous interviendrons immédiatement. Auprès de la jante masculine, les avis sont partagés. Les hommes peuvent gérer n'importe quelle situation, mais les femmes ne peuvent pas se battre, elles. C'est positif pour les femmes. C'est un pas vers leur émancipation. Le gouvernement devrait continuer sur cette voie. Cette station modèle espère servir d'exemple. Le gouvernement indien prévoit d'étendre cette initiative à 3 autres gares du pays d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez évidemment nous retrouver et réagir sur nos réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook. À très vite sur La Toile.